Dans le désordre. Hein? Bon, ça c'est les anciens bâtiments. Ça n'a jamais été... En fait, il n'y a personne qui habite ici depuis 60 ans. Et donc c'est la ferme familiale qui a été reprise il y a 6-7 ans. Donc on est maintenant 3 associés sur la structure. On a fait le choix nous aussi de ne pas habiter sur place. Donc tous les bâtiments d'origine, enfin la maison d'habitation est plutôt un endroit d'échange, c'est un peu notre QG quoi. C'est aussi un endroit de fête, de partage, etc. Et ça a toujours été comme ça depuis 30 ans. Les méchouis, etc. Enfin, il y a eu les icos. Nous, on voulait faire perdurer ça et donc personne n'habite ici. Et du coup, l'ancien corps de ferme, il n'est plus du tout utilisé. À l'époque, il y avait des moutons sur une partie, il y avait des petits veaux de l'autre. Les porcheries, bon, on les a réhabilités, donc on a maintenant quelques cochons qui y habitent. Et nous on a fait des modifs là depuis quelques années, on verra tout à l'heure, on ira voir, mais ça n'a plus du tout l'utilité que ça avait à l'origine. Donc ça c'est les bayeux de Longuet, enfin c'est même les Longuets maintenant. C'est une race qui est inscrite au conservatoire des espèces parce qu'elle est en voie de disparition. C'est une race locale et c'est pour ça qu'on les appelle les Longuets. Quand on a décidé nous de réintroduire des cochons ici, on voulait se rapprocher d'une race caractéristique de notre pays, quoi. Et bon, on a démarré ça il y a 2 ou 3 ans. On a acheté une coche pleine. Des collègues qui sont dans les Mauges. Et puis au début ça a été un peu un échec parce que la race est tellement restreinte au niveau génétique qu'on a du mal on avait du mal à avoir des portées complètes, quoi. Donc là c'est un peu mieux. On se forme tranquillement, on arrive à avoir un effectif qui est un peu plus représentatif d'une ferme d'époque, quoi. Donc du coup on a réaménagé ça il y a 1 mois. Normalement d'ici 1 mois on devrait pouvoir y regoûter. Alors la particularité du Longuet c'est qu'il a les oreilles énormes. Alors là c'est pas encore trop prononcé parce qu'ils sont petits, mais plus ils grandissent, plus les oreilles retombent sur les yeux. On pense qu'il a été sélectionné pour aller toute l'année. Il l'emmenait au blanc, au châtaigne, tout ça. Et du fait qu'il ne voit pas, il suivait à la voix, quoi, tout simplement. Pour les faire grossir comme il faut, il faudrait qu'on associe un petit élevage laitier pour leur donner du petit lait. Parce que toute la protéine, les cochons, ils adorent le petit lait. Et toute la protéine, elle peut venir justement de ce petit lait qui est jeté, qui est un déchet de la transfo laitière. Quand on fait du fromage ou du beurre, il reste ce déchet qui est le petit lait, qui ne peut pas être revalorisé. Enfin, en tout cas pour les vaches, le petit lait de chèvre, je crois, peut être retransformé pour les humains, mais pas le petit lait de vache. Donc par contre, lui, le grain, il est content, quoi. Il valorise ça, il fait du gras. Donc ça serait ça l'idéal. Et de toute façon, ça reproduit exactement le modèle des fermes d'époque, puisque le cochon, c'était les boueurs de la ferme. Alors on fait nos céréales.
En fait, toute la bouffe qui est produite, enfin qui sert à alimenter les animaux ici est produite sur la ferme. On est en autonomie, quoi. Sauf cas exceptionnels, incidents climatiques, sécheresse, etc. Et ça, c'est un exemple de ce qui est produit ici. Alors ça, c'est du tri, puisque du coup, d'une année sur l'autre, on trie notre grain, on garde le grain qui est propre pour ressemer, comme un paysan doit faire normalement. Et du coup, ça se trie, il va être revalorisé, il va être broyé dans cette bécane là, enfin aplati, et redonné aux animaux. Donc là-dedans, on a du triticale, donc le triticale qui est un croisement entre le seigle et le blé. Donc il y a la rusticité du seigle et la valeur fourragère alimentaire du blé. Et puis on a de la févrole, qui est une fève très riche en protéines, quoi. Voilà, donc ça c'est des petites févroles, hein, elles peuvent être 2 fois plus grosses. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a là-dedans. Et donc à côté, on fait d'autres mélanges. On rajoute du poids. Attends, je vais te allumer ça. Alors là, tu as du poids, donc riche en protéines aussi, forcément. Tu as de la vesse, donc qui est un peu plus petite, donc du triticale. Et tu as un petit peu de févrole aussi. Voilà. Quand ils sont semés au champ, tu as une complémentarité des espèces qui fait que l'action sur le sol, il y a un système racinaire différent entre la févrole, le pois, la céréale et puis l'avoine, enfin, le triticale et l'avoine. Et à la récolte, tu vas avoir un mélange complet qui va être équilibré pour les animaux, quoi, tout simplement, entre énergie et protéines. Voilà. Une complémentarité dans le champ et complémentarité à l'auge. Alors le fumier, fraîchement sorti, donc du sol à l'animal et de l'animal au sol, hein, forcément. Donc ça c'est notre principal engrais. Comme on est en agriculture biologique ou comment je pourrais dire écologique ou et du coup donc la paille est produite ici. Là le fumier qui sort des bâtiments et ensuite répandu sur les terrains, avant céréales ou après, ou sur les prairies ou sur les luzernières. Voilà. Alors bien sûr il est composté avant, donc pour limiter les agents pathogènes, puisqu'à chaque fois que, voilà, de la merde, il y a forcément des bactéries qui sont pas cool dedans. Donc ça chauffe. Là on voit bien, ça fume, ça chauffe. C'est parti en fermentation. C'est sorti de la semaine dernière, donc là il faut compter à peu près 4-5 semaines, 6 semaines pour que ça atteigne son pic de température. Donc ça monte à peu près à 70 degrés, 60 degrés quoi. Et donc 60 degrés, ça permet de virer quasiment toutes les mauvaises graines donc qui pouvaient être dans la paille ou dans le foin. Alors les mauvaises graines, je m'entends. Et surtout toutes les bactéries un peu pathogènes. Et si on veut, donc ça c'est ce sera du compost jeune au bout de 6 semaines, qui pourra être épandu sur prairie ou sur céréales. Par contre, on conservera une valeur fertilisante. Donc en vue de faire de la fauche précoce au printemps. Si c'est épandu là, mettons dans 1 mois et demi. On peut faire mûrir un peu plus ce compost et passer sur du compost vieux. Et là, dans ce cas-là, dans 6 semaines, quand il va être en train de redescendre de son pic de température, on le rebrasse une 2e fois. Et il repart en chauffe. Il se recomposte. Et donc là, on n'optimise pas la valeur fertilisante, on optimise plutôt l'humus. Et ça, ce sera plutôt apporté dans des terrains argileux où il y a besoin de matière organique, mais surtout de matière unifère, quoi, pour faire fonctionner le sol dans ce cas-là, et participer à l'entretien de la faune à l'intérieur de ces sols. Donc voilà, il y a plusieurs solutions avec ce compost.
Allez, on va dans le champ. Et 2008. Il n'y avait plus de haies du tout, hein. On a tout replanté. Donc celle-là, ouais, pas de problème, elle est bien. Elle a été recépée il y a 2 ans, et on le voit bien en fait. Donc recépée, ouais, donc coupe au ras, pour redonner de la vigueur. La haie fait partie intégrante des parcelles, enfin de la manière dont on fait évoluer les parcelles sur la ferme. Puisqu'elle sert à la fois d'abri pour les animaux, que ce soit en été ou en hiver, protection du vent, protection de l'eau, protection du soleil, etc. Et c'est surtout les éléments de biodiversité à l'intérieur de la parcelle, qui participent aussi à l'équilibre des cultures, puisqu'il y a une relation directe entre des insectes, micro-organismes, qui vont avoir un rôle d'auxiliaire et de protection sur les cultures des champs, quoi. Donc ça, c'est un mélange céréalier qu'on a vu dans la trémie, donc du pois, du triticale et de l'avoine. Donc le pois, il est là, donc protéagineux bien sûr. Et puis pour l'instant, je pense qu'on n'arrivera pas à savoir quelle est l'avoine et quel est le triticale. Donc ça a été semé début novembre. On a eu un mois d'octobre très pluvieux, donc on a eu du mal à rentrer dans les champs. Donc ici c'était une prairie. L'inconvénient, on va dire, c'est qu'on a été obligé de labourer. Donc on a détruit l'habitat, chamboulé l'habitat de certaines bébêtes du sol, évidemment notamment les vers de terre. Et le problème, c'est qu'en agriculture biologique, soit il faut anticiper pour retourner les prairies d'une autre manière, donc plusieurs mois avant. Sinon, si on n'anticipe pas et qu'on fait de dernière minute, s'il n'y a pas trop le choix, il faut labourer. Donc labourer, ça veut aussi dire ça. Ça veut aussi dire tassement, érosion, ruissellement et du coup l'eau qui reste en surface. Et on voit bien les endroits, enfin tous les bouts de champ par rapport au reste du champ, et c'est plus mou, quoi. Beaucoup plus mou. Donc l'eau a du mal à s'écouler. Voilà. Ça c'est un peu l'inconvénient du labour. C'est de la févrole, ça. Donc protéagineux aussi. Je vous en ai montré dans le tri là-bas. C'est une fève, hein, tout simplement. Et en fait, on en avait fait un petit carré en culture pure l'an dernier. Et on a fait une récolte très moyenne. Et surtout, quand le gars il est venu récolter, il n'a pas récolté assez ras. Du coup, il y a une partie des grains qui sont restés au sol et on en a pas ressemé, elle est repartie. Donc on l'a laissé. On s'est dit au pire ça fera un couvert végétal, s'il y a quelque chose à récolter, on récoltera. Mais bon, on va voir comment ça va évoluer. Alors par contre, il y a déjà des taches de maladie là, je pense que c'est de l'anthracnose qui apparaît normalement à la récolte. Donc la récolte se fait plutôt en fin d'été, quoi. Donc là, quand ça part comme ça, c'est peut-être pas trop bon signe. Et puis donc la févrole, là, elle est très avancée, elle a un stade, à mon avis, elle a un mois d'avance. Donc si on prend des grosses gelées, ce qui est fortement possible, elle va calciner, quoi. Elle va éclater, les tiges vont pas tenir. Donc on verra comment ça se passera. C'est d'être avant tout des légumineuses, comme la luzerne, le trèfle, etc. Les légumineuses, elles ont la capacité
de capter l'azote de l'air et de vivre en symbiose avec des bactéries qu'on appelle azotobactères et de former des nodosités. C'est ça, les nodosités, c'est les petites boules qu'il y a sur les racines. C'est pour ça que c'est des plantes qui sont riches en protéines. Elles captent l'azote de l'air et elles transforment, elles valorisent ça en protéines et du coup elles restituent même une partie au sol. Vous voyez ça? C'est balèze. D'où la priorité pour nous d'associer, d'avoir des protéagineux et des légumineuses dans les parcelles, puisque l'azote est nécessaire à tout le développement des plantes, et surtout d'avoir des complémentarités, donc des mélanges, comme on a vu dans la parcelle, puisque là, le fait que les légumineuses aient ces nodosités sur les racines, elles vont surtout restituer une partie de l'azote qu'elles captent pour le développement des autres plantes. Donc du triticale ou de l'avoine, quoi. C'est quand même ça le gros avantage. Ah, elles sont... Là, t'as les petites nuits. Allez, on va voir si c'est là. Pas trop. Pourtant, quand elles ont un petit peu de vert l'hiver, on a tendance à se dire que ça va leur plaire. Mais... Donc on fait du... J'ai montré le grain sec tout à l'heure, on fait aussi du grain ensilé. Donc il y a une partie des céréales qu'on est allé voir dans les parcelles là-bas, une partie qui sera récoltée en grain, donc en paille d'un côté et en grain de l'autre, et une autre partie qui sera récoltée en plante entière et conservée en fermentation, ce qu'on appelle l'ensilage. Donc l'ensilage de céréales immatures du coup, avec donc du grain qui est à peine à maturité, est-ce qu'on va en trouver ? Qui est au stade laiteux pâteux. Évidemment, il y en a pas. Donc pour garder quand même une valeur fourragère intéressante, et en même temps avoir quelque chose qui se conserve bien. Si c'est trop sec, ça se conserve très mal. Si c'est trop humide, c'est pas trop digeste pour les animaux. Il faut aussi que ce soit piquant. Parce que la vache est un ruminant et il faut que quand elle ingère, ça vienne y gratter le rumen. Donc le fait de prendre des poignées comme ça, avec des brins de paille qui sont quand même relativement secs, il faut que ça picote les mains. Pour se dire que ça picotera de la même manière le rumen. Donc ça c'est un des plats de la ration hivernale des animaux. Elle commence le matin par de la luzerne en foin. Donc c'est ça qui va enclencher, parce que la luzerne a une tige assez grosse et assez dure. Donc c'est ça qui va commencer à enclencher le mécanisme de digestion de la vache. Et après elle passe à l'ensilage. Donc qui est quand même là plus acide. Et comme la luzerne aura fait un petit tampon dans le fond de la panse, voilà, c'est comme ça qu'on passe. Et puis le soir, c'est du foin de prairie naturelle pour finir leur repas de la journée. Les parents ont démarré l'élevage de limousine il y a une trentaine d'années. Nous on a repris la ferme et le travail de génétique avait été accompli.
Et on a perduré avec ça. Donc c'est une race très maternelle, bonne laitière, de très bonne qualité bouchère, rustique, donc qui convient très bien avec nos pratiques, qui s'adapte facilement aussi bien en bâtiment qu'à l'extérieur. On a une partie des animaux qui passent l'hiver dehors. Là, tous les animaux qui sont en bâtiment, c'est soit des jeunes élèves, soit des génisses qui sont avec les taureaux, qui sont à la reproduction, ou des vaches suitées. Donc des vaches suitées, c'est-à-dire des vaches avec des veaux. Par contre, toutes les vaches qui véleront au printemps passent leur gestation à l'extérieur. C'est pas un problème, elles sont équipées, elles ont un cuir bien plus épais et une peau bien plus épaisse que la nôtre, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Après, les avoir en bâtiment, c'est aussi un confort pour nous. Et ça nous permet de gagner du temps dans la distribution, etc. Mais les parents, nous, ils n'avaient pas une cathédrale comme ça et ils avaient des très bonnes performances d'élevage. C'est pas un souci. Qu'est-ce que je peux dire de plus on n'écorne plus. Ça fait partie intégrante de l'animal. Et bon, il y a un peu de concurrence des fois et elles ne sont pas toujours très fines entre elles. Puisqu'il y a des hiérarchies qui se créent, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on réintroduit des animaux dans un troupeau, ne serait-ce qu'une bête, il y a une espèce de bizutage, donc la hiérarchie se remet en place. Avec donc, les meneuses, les dominantes et ce qu'on appelle les chiens, donc celles qui sont dominées, quoi. Qui mangent après, qui boivent après. Qui ne sont pas en général les plus belles. Les deux taureaux ils sont en train de se parler parce qu'il y a des vaches en chaleur et donc ils essayent d'être en compétition comme s'ils étaient dans la nature, quoi. C'est comme le brame du cerf mais version taureau. Elles ont toutes un nom. On déclare la naissance, donc après on essaie dans la mesure du possible d'avoir un lien entre les lignées. C'est-à-dire que si la mère s'appelle Jambe, on essaiera de trouver un nom, je sais pas, Cheville, etc. pour essayer de. Enfin, c'est un moyen mémotechnique pour essayer de se rappeler des lignées des animaux. Et bon, on les appelle pas toutes par leur prénom, parce qu'il y en a trop, mais on a des préférés, évidemment. Mais c'est plus sympathique que de l'appeler 6395 ou 1477. La ferme, elle sert de base pour les conférenciers gesticulants. On a fait le premier regroupement de tous les conférenciers gesticulants de France et de Suisse. Enfin, ça venait de partout. On s'est regroupés dans le champ où on fait l'accueil des enfants et des handicapés. Dans notre champ d'accueil, hein, sous la tente berbère. Et maintenant, quand ils vont revenir ici, donc la prochaine fois c'est fin septembre, début octobre, quand ils vont revenir ici, chaque soir il va y avoir une conférence gesticulée proposée pour le public des alentours. Et ça va se passer dans ce bâtiment, donc les vaches vont pouvoir entendre une conférence gesticulée sur Brecht, ils vont pouvoir écouter la fin des services publics, une conférence sur le tango, sur le sport, sur les drogues dures, sur la médecine, la santé, enfin tout. C'est ici que ça se passe pour les gesticulants, dans ce bâtiment à vaches. Et on avait passé un film sur la paysannerie, puis un film sur les boires, pour essayer de travailler sur le recreusement des bois. Et les vaches, en fait, on voyait qu'elles regardaient l'écran aussi bien que les humains de l'autre côté. C'était juste magnifique, en fait. Elles ont passé la journée hyper calme à regarder le cinéma.
C'est un entraînement pour aller chercher les vaches. Okay. C'est pour ça qu'il est enfermé en fait. Notre salle de vente de viande, qui est dans une ancienne étable. On est parti du bois brut et on a fabriqué tout ça. La porte, les fenêtres, ça c'est un peuplier, ça c'est en chêne. Enfin, on a travaillé avec un artisan d'ici, de Juvardet, qui est compagnon du devoir. Et qui nous apprend en fait à faire, et en faisant avec lui, ça coûte beaucoup moins cher. Et donc en faisant ça, on s'est dit mais c'est dommage que ça ne soit pas accessible à plein de monde, quoi, d'utiliser ce savoir-faire du menuisier. Et donc on s'est dit on crée un atelier. Alors il est derrière dans le hangar, les gars nous ont laissé un espace. On a un atelier à bois qui est en train de se compléter, qui va pouvoir faire de la pédagogie et en même temps des escaliers et des portes. Je te rappelle, tout à l'heure, on a commencé à regarder ce bâtiment. Je t'ai dit qu'on en avait fait on avait utilisé d'une autre manière. Donc c'était une table, on a laissé les vestiges qu'on a transformés pas en auge justement, en coffre. Voilà, donc ces anciennes auges, tu avais les anneaux là, et puis leur atelier qui va revenir, qui venait là, c'était des stalles, donc tu avais les vaches qui étaient à la tâche comme ça, avec le cul là, et puis donc le caniveau en arrière pour la sortie du fumier, quoi. Voilà. L'idée, c'est à moyen terme de lui donner la possibilité sous forme associative d'être embauché ici et de pouvoir réaliser les projets des gens et aussi réaliser les projets qu'on a à la ferme. Donc assurer son salaire par cette association. Et comme ça, il pourra faire de la transmission de savoir, parce que tout ce savoir de compagnons du devoir, ils se rendent bien compte qu'il est en train de perdre et d'être accessible à beaucoup moins de monde. Et donc voilà, on a commencé à installer nos premières machines qui sont en fonctionnement, le rabot d'égo, la toupie et puis la mortaiseuse. On est en train de chercher une scie à ruban et puis après on est en autonomie. Et avec ces outils, on a fabriqué des gandonnettes. Des gandonnettes, là on voit deux qui sont en fait détachées ici. Et dehors, on a une qui est en place. Donc ça va être nos hébergements pour cet été. Ils nous permettent de loger 6 personnes dedans, avec un espace central qui va être assez correct. Qui vont être donc en mur plein en bois tout le tour, et puis une toile de yourte au-dessus, et isolée en laine de mouton. Vu qu'on a des moutons, ça va être isolé avec notre laine. On a déjà 4 commandes. C'est rigolo. On travaille avec le centre de loisirs, tu vois. Nous, on ne voulait pas faire d'hébergement pour les enfants. C'est eux qui ont demandé à faire des hébergements longs, enfin des séjours longs. Donc on a fait ça l'été dernier. Et j'ai pas eu l'autorisation par Jeunesse et Sport de les mettre dans des yourtes. Parce qu'il aurait fallu des yourtes qui soient M2 anti-feu. Et ça coûte vraiment trop cher. Parce qu'ils me disaient que c'était trop inflammable, trop dangereux, tout ça. Donc finalement, les enfants, ils ont dormi dans des quechua, ce qui peut pas être plus misérable, et qui réagit au feu, enfin de manière... C'était vraiment misérable. Donc j'ai refusé qu'on continue un accueil comme ça. C'est pour ça qu'on a installé cet atelier et qu'on fait des gandonnettes, pour dire, non, là, Jeunesse et Sport, on a le droit de faire cet accueil, puisque c'est en bois. Et ces enfants, donc ils vont être en séjour, ils vont pouvoir profiter des gandonnettes pour les séjours longs. Mais ils vont pouvoir aussi, comme c'est des enfants de la région, venir soit le mercredi, soit le samedi, fabriquer des choses avec Jacques. C'est-à-dire apprendre à travailler le bois, apprendre à faire leurs objets, des jeux en bois, des tables, ce dont ils ont besoin. Donc c'est un atelier pédagogique. Ça c'est une toilette sèche en fait.
Et c'est une toilette sèche qu'on a fait pour les enfants. Donc ça sort de nos têtes, celle-ci c'est sorti de ma tête, le dessin. Et puis je suis allé voir Jacques, le compagnon du devoir, en lui disant ouais, comment on peut faire pour faire ça, parce que comme ça on n'a aucune chute de bois, on optimise tout. En fait, avec toutes nos chutes de bois, on peut faire une toilette sèche. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas, comme c'est pas carré, tu peux l'emmener, tu la poses où tu veux. Avec 2 personnes, tu la transportes, tu la poses. Voilà, comme il y a la condensation, ça tombe la pluie. Donc on est en train de faire la nouvelle version. Ça va être un hexagone, mais avec, ça s'appelle hexagone de Graham. Donc c'est un hexagone qui, en mathématiques, optimise l'espace au sol. Donc ça va déplacer la pointe et comme ça il n'y aura plus l'eau qui coule de la pointe des plexis. Et après ça va être au point, notre histoire. Donc c'est là où on accueille les enfants, on enlève les caravanes et on met des enfants dans des gandonnettes. Regarde, tout ça là c'est des terricules. Le ver de terre il capte tous les végétaux morts, tout ça, qui a été mangé par qui a été détruit en plus petite partie par des anours, des colamboles, tout ça, enfin tous les insectes qui vivent là. Il redescend, il se gaffe de terre sur le chemin. Quand il remonte, il chie ça. Et ça, c'est de la terre toute prête, de la terre humifère. Il a refait des feuillets d'humus. Mais ça va hyper vite. Tu vois la quantité là? En fait, en quelques années, il fait 2-3 cm de terre qu'il rajoute par-dessus. Et il a juste repris tous les aimants qu'il y a dans les végétaux, avec l'argile, et recrée les feuillets. Et c'est le seul moyen d'en faire. C'est que ça passe par des vers de terre, parce que c'est des protéines qui sont les 2 négatives. Jamais elles se mettraient ensemble de manière naturelle, quoi. Et, enfin, de manière toute seule, sans un organisme vivant. Il n'y a que l'intestin d'un ver de terre qui peut faire ça. Normalement, dans nos sols, on devrait avoir entre 3 et 4 tonnes hectares. Donc là, c'est 1 hectare, quoi. Ça, c'est 1 hectare, ce terrain. Normalement, là, ici, il y a 3 ou 4 tonnes de vers de terre. Probablement qu'on les a, parce qu'il n'y a jamais eu de chimique ici. Donc probablement qu'on les a. Mais dans la plupart des champs de Beauce, par exemple, dont tu parlais, ben là, on est à 150 à 200 kg de vers de terre hectare. Et encore, il y a des terrains, il n'y en a plus du tout. Et quand il pleut comme maintenant, là où il n'y a pas de vers de terre, eh ben, l'eau, elle se barre avec tous les argiles, elle l'emmène à la rivière et c'est fini. Il n'y a plus moyen de faire un sol vivant. Les patates, elles sont là-bas. Enfin, les patates, elles étaient là-bas. Comme les enfants, quand ils sont hébergés ici, on pose une tente berbère qui fait la tente sous laquelle on est abrité. Et puis, donc il y a la vache pour tirer le lait, pour qu'ils puissent boire du lait frais. Et puis, il y a ce jardin qui sert à la fois pour venir chercher, salut ma belle, qui sert pour venir chercher des légumes, mais aussi pour leur apprendre comment on fait les légumes. Donc ils font, quand ils passent une semaine ici, il n'y a aucune activité qui est occupationnelle, c'est que des activités qu'on essaie de rendre ludiques, mais qui sont avec un intérêt, c'est-à-dire qu'ils sèment des radis et en même temps ils récoltent les radis qui ont été semés par 3 semaines avant par l'autre groupe pour pouvoir se nourrir, quoi. Donc là, il ne paye pas de mine notre jardin d'hiver. Mais je peux quand même vous montrer le coup de la paille. On cherche les mulots. Ici, là, il y avait entre 40 et 50 cm de paille de chanvre, sur lequel on a mis un peu de paille de blé après. Et tu vois, tout a été digéré. Tout a été digéré en dessous, tu peux regarder toute cette terre là. Ça, c'est de la... Ça sent le terreau, quoi. C'est que de la crotte de vers de terre, tout ça. Alors que on a commencé l'année dernière, au mois d'avril, et avant, c'était une prairie. C'était pas du tout un jardin, il n'y avait rien. Ce qu'on a fait pour faire le jardin, c'est une autre technique de feignant. Une autre technique de feignant. Comment transformer un champ d'herbe comme ça en jardin? Ce qu'on a fait, donc on l'a fait à plusieurs, on l'a fait en étoile notre jardin. On a fait des triangles de bâches noires. On a mis un tout petit peu de compost de la ferme et puis on a recouvert avec cette bâche pour éviter que les plantes elles aient accès au soleil, donc il n'y ait pas de photosynthèse.
Et ce qui se passe en dessous, c'est que tous les insectes, donc les plantes se sont dégradées, l'herbe s'est dégradée, tous les insectes ils ont fait leur boulot, tous les vers de terre ils ont fait leur boulot, en 3 semaines c'était labouré. Sans que nous on fasse rien. Et tu vois, ici, ça c'est labouré par les vers de terre. Les endroits où on n'a pas mis la bâche, c'est intact. Et on n'a rien foutu. C'est la vie qu'il a fait, quoi. C'est la vie du sol qu'il a fait. Putain, regarde comment c'est en dessous là. Là c'est juste vivant. On a un cirque qui vient tous les ans, il s'appelle Circo Panico qui joue, donc c'est un cirque italien qui se balade avec son chapiteau, enfin qui est italien à la base, mais il y a 7 nationalités dans ce cirque. Et il joue d'Espagne au Danemark, donc sur la route on est toujours, il s'arrête là pendant 2 semaines, 3 semaines, il se pose dans le champ, construit sa chapiteau, fait des spectacles pour le monde d'ici. Et c'est nos visiteurs de chaque année. Ha ha ha.